les théories du complot. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ceux qui découvrent la chaîne. Ici actuellement on fait des histoires de djinns et en même temps on continue notre théorie des complots sous format iceberg. Donc cet épisode c'est la partie 3. Je vais vous mettre à droite ou à gauche le tableau qu'on fait actuellement, l'iceberg, où on en est actuellement. Et je vais vous promettre d'en faire au moins une par semaine. Ok, une par semaine, ça devrait le faire. Peut-être qu'elle sera plus courte que celle-là, mais au moins je vous en ferai une par semaine, comme ça vous êtes tranquille. Ok, donc voilà, pour l'instant on a abordé pas mal de sujets intéressants, certains que je ne connaissais pas du tout avant cette vidéo. Je tiens à préciser qu'une fois que l'iceberg sera fini, vous avez vu le temps que ça va prendre, ça va être très long. Bref, j'espère d'ici là on atteindra au moins les 1000 abonnés, ça me fera vraiment plaisir. Le but, c'est que quand on finira tout cet iceberg là des théories du complot, c'est qu'on fasse une vidéo une par une de chaque théorie en allant un peu plus en profondeur parce que là actuellement on survole les extraits parce qu'on n'a pas le temps, on aborde des fois 15 sujets dans une vidéo sur les icebergs donc on peut pas bien évidemment approfondir le sujet. Mais du coup c'est ça le but. Bref, j'ai pas envie de trop parler non plus parce que sinon l'intro va être longue. Prenez à boire, à manger, la vidéo dure à peu près 40 minutes. J'espère que les sujets vous plairont dans cette vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Opération Bluebeam. L'opération Bluebeam est une théorie du complot selon laquelle une élite mondiale préparerait une manipulation psychologique à grande échelle destinée à instaurer un nouvel ordre mondial. Le cœur de cette théorie repose sur l'idée qu'une fausse menace globale, souvent présentée comme une invasion extraterrestre ou un événement religieux majeur, serait mise en scène grâce à des technologies avancées. Selon cette vision, des hologrammes projetés dans le ciel, des sangs artificiels, des faux phénomènes surnaturels et une guerre informationnelle massive seraient utilisés pour provoquer la peur, la confusion et l'unification forcée des populations sous une autorité unique. Les avancées rapides dans les technologies de projection, de réalité augmentée, de satellites et de contrôle de l'information, combinées à des récits historiques de manipulation psychologique à grande échelle, alimentent l'idée que la population pourrait être amenée à accepter un changement radical de gouvernance face à une menace fabriquée mais perçue comme réelle. Les savoirs occultes. Les savoirs occultes désignent un ensemble de connaissances cachées réservées à des cercles restreints d'initiés, portant sur la nature profonde de la réalité, de la conscience et des lois invisibles de l'univers. Contrairement à l'idée d'un simple ésotérisme symbolique, la théorie affirme que ces savoirs seraient pratiques, opérationnels et potentiellement dangereux s'ils étaient accessibles au grand public. Selon cette vision, ces connaissances auraient été transmises à travers les âges via des sociétés secrètes, des traditions initiatiques et des lignées fermées, tandis que les religions et systèmes éducatifs n'en auraient conservé qu'une version simplifiée ou déformée. La récurrence de symboles identiques, de rituels similaires et de concepts communs à travers des civilisations éloignées dans le temps et l'espace alimente l'idée qu'un socle de connaissances universel existe, mais qu'il est volontairement dissimulé afin de maintenir un déséquilibre entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Magic. La magica, souvent différenciée de la magie populaire ou illusionniste, désigne une pratique ésotérique visant à influencer la réalité par la volonté. L'intention est des rituels codifiés. Dans les théories occultes, la magica serait une science ancienne fondée sur la compréhension des lois invisibles de l'univers, liant conscience, énergie et matière. Selon cette vision, la magica ne repose pas sur le surnaturel, mais sur une interaction avancée entre l'esprit humain et des forces naturelles encore incomprises par la science moderne. Elle serait utilisée depuis l'Antiquité par des prêtres, des initiés et des élites spirituelles pour agir sur les événements, les individus ou les structures sociales. La persistance de rituels similaires à travers les âges, l'importance accordée à l'intention, aux symboles et aux cycles naturels, ainsi que la présence de pratiques magiques codifiées dans les cercles de pouvoir, alimentent l'idée que la magica serait une connaissance fonctionnelle, dissimulée ou discréditée afin d'empêcher son usage par le grand public. Terre sous firmament. La théorie de Child Earth ou de la Firmament Earth affirme que la Terre ne serait pas un globe exposé à l'espace infini, mais un monde enfermé sous une structure solide, appelée firmament. Cette structure agirait comme une barrière physique, séparant la Terre du reste de l'univers. Le concept vient de textes anciens, notamment bibliques et mésopotamiens, où le firmament est décrit comme une voûte solide soutenant les eaux célestes. Selon cette théorie, la Terre fonctionnerait comme un système fermé. Le Soleil, la Lune et les étoiles ne seraient pas des objets lointains, mais des éléments internes contenus à l'intérieur de cette coquille ou de ce dôme. Les partisans de cette théorie estiment que la vision de l'espace serait une construction narrative récente, imposée pour remplacer une cosmologie plus ancienne. Ils affirment que les civilisations antiques
décrivait une Terre stationnaire, plate ou circulaire, protégée par un firmament infranchissable. La notion de Terre à coquille va parfois plus loin. La Terre serait composée de plusieurs couches, comme un œuf, avec potentiellement des mondes internes ou des zones habitables séparées par des barrières physiques. Le ciel ne serait donc pas un vide spatial, mais une structure réelle, expliquant pourquoi aucune mission humaine n'aurait jamais réellement quitté l'atmosphère terrestre. Les descriptions anciennes du firmament comme une structure solide, l'interdiction ou la limitation de certaines zones aériennes et polaires, ainsi que les incohérences perçues dans les images et récits spatiaux officiels, alimentent l'idée que la Terre serait enfermée dans un système clos et que la véritable nature du ciel serait volontairement dissimulée pour maintenir un modèle cosmologique contrôlé. Men in Black. Les Men in Black désignent des individus supposément liés à des agences gouvernementales secrètes ou à des entités non humaines, dont le rôle serait de faire les témoins d'événements liés aux ovnis, aux rencontres extraterrestres ou à des technologies avancées non reconnues officiellement. Contrairement à l'image populaire véhiculée par le cinéma, la théorie décrit les Men in Black comme des figures inquiétantes, froides, parfois maladroites socialement et profondément dérangeantes. Ils apparaîtraient peu de temps après des témoignages sensibles exerçant des pressions psychologiques pour forcer le silence ou la rétractation. Selon les récits, les Men in Black portent souvent des vêtements noirs, démodés, parlent de manière étrange et semblent manquer de compréhension des comportements humains normaux. Certains témoins affirment qu'ils ne mangent pas, ne clignent pas des yeux, normalement ou posent des questions absurdes, comme s'ils imitaient maladroitement l'humanité. La théorie va plus loin en suggérant que les Men in Black ne seraient pas tous humains, ils pourraient être des entités hybrides, des formes de conscience artificielle ou des agents d'un système de contrôle plus vaste chargé de maintenir le secret autour de la réalité extraterrestre. Dans cette vision, leur fonction ne serait pas seulement de censurer l'information, mais de déstabiliser mentalement les témoins afin de rendre leur récit incohérent ou ridicule aux yeux du public. La cohérence des témoignages sur plusieurs décennies, l'apparition récurrente de figures similaires après des événements ovnis et l'aspect profondément non humain de certains comportements rapportés alimentent l'idée que les Men in Black seraient les gardiens d'un secret majeur, opérant dans l'ombre pour empêcher toute rupture du récit officiel sur la nature de notre réalité. L'enfant dans la boîte. The Boy in the Box est le nom donné à une affaire criminelle non résolue découverte en 1957 à Philadelphie. Le corps d'un jeune garçon âgé d'environ 4 à 6 ans, retrouvé nu et abandonné dans une boîte en carton, malgré une enquête massive, une médiatisation nationale et des milliers de pistes, l'enfant n'a longtemps jamais été identifié, devenant l'un des plus grands mystères criminels américains. La théorie du complot autour de cette affaire affirme que ce n'est pas seulement un crime non élucidé, mais un dossier volontairement étouffé, impliquant des réseaux plus larges que ce qui a été admis officiellement. Selon les théories alternatives, plusieurs éléments troublants suggèrent une dissimulation. Des témoignages clés auraient été ignorés ou écartés sans justification claire. Certaines pistes menant vers des institutions, orphelinats, familles d'accueil, structures religieuses, n'auraient jamais été explorées en profondeur. Des documents et preuves auraient disparu ou auraient été classés sans suite. L'enfant présentait des signes de maltraitance prolongée, ce qui alimente l'idée qu'il aurait vécu dans un environnement fermé et contrôlé, potentiellement sous la responsabilité d'adultes censés le protéger. Pour certains théoriciens, cette affaire révélerait l'existence de réseaux de violence sur mineurs, protégés par le silence, la peur ou des complicités institutionnelles. Je pense notamment aussi à l'affaire Epstein qui commence à ressortir. L'absence totale de signalement de disparition à l'époque est également centrale dans la théorie. Comment un enfant peut-il mourir sans que personne ne le réclame? Pour les partisans du complot, cela suggère soit une existence administrative effacée, soit un enfant volontairement maintenu hors du système. L'accumulation d'erreurs inexpliquées, de pistes abandonnées et le silence prolongé autour de certains suspects alimentent l'idée que The Boy in the Box ne serait pas seulement une tragédie isolée, mais le symptôme d'un système capable de faire disparaître une victime et la vérité avec elle. Simulation de la réalité. La théorie de la simulation de la réalité affirme que l'univers tel que nous le percevons ne serait pas fondamentalement réel, mais artificiel, comparable à un programme informatique extrêmement avancé. Selon cette idée, l'humanité évoluerait à l'intérieur d'une ou de plusieurs simulations créées par une intelligence supérieure, humaine, future, intelligence artificielle ou entité inconnue. La réalité physique, les lois de la nature et même la conscience seraient alors des lignes de code obéissant à des règles programmées plutôt qu'à un hasard cosmique. Les partisans de cette théorie s'appuient sur plusieurs observations troublantes. D'abord, la nature mathématique de l'univers. Tout semble régi par des constantes,
des équations et des limites précises, comme si la réalité fonctionnait selon un moteur logique. Le temps, l'espace et la matière apparaissent quantifiés, divisibles en unités minimales, rappelant la structure d'un système numérique. Ensuite, certains phénomènes sont interprétés comme des bugs ou des limites de la simulation. Incohérence dans la perception du temps, sensation de déjà-vu, synchronicité improbable, événements statistiques jugés impossibles mais pourtant observés. La théorie des simulations multiples va encore plus loin. Notre monde ne serait qu'une couche parmi d'autres, chaque simulation pouvant contenir une nouvelle à l'intérieur. Cela impliquerait que la réalité de base soit inaccessible et que l'humanité n'ait aucun moyen de savoir à quel niveau elle se situe. Dans cette vision, la conscience pourrait être soit un avatar contrôlé depuis l'extérieur, soit une intelligence locale générée par la simulation elle-même. La mort ne serait alors pas une fin, mais une déconnexion. Les limites physiques de l'univers, la précision extrême de ses constantes, l'émergence soudaine de la conscience et les parallèles frappants entre la réalité et les systèmes informatiques modernes alimentent l'idée que l'existence pourrait être artificielle et que l'humanité évoluerait dans un environnement contrôlé, observé, voire expérimenté. Apparition de clowns. Les clown sightings font référence aux vagues d'observation de clowns inquiétants signalées dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et en Europe, à partir des années 1980, avec un pic massif en 2016. Ces clowns étaient décrits comme silencieux, immobiles, observant des enfants, apparaissant près des écoles, des forêts ou des zones résidentielles, souvent sans jamais interagir directement. La théorie affirme que ces apparitions ne relevaient pas de simples canulars, mais d'un phénomène coordonné ou symbolique destiné à provoquer la peur, la confusion ou une réaction psychologique collective. Selon les théories alternatives, plusieurs éléments rendent ces apparitions troublantes. D'abord leur synchronisation. Des signalements similaires surgissent simultanément dans des régions très éloignées, sans lien apparent entre les témoins. Ensuite, le comportement des clowns, absence de communication, posture figée, apparition nocturne, puis disparition soudaine sans aucune trace. Certains théoriciens y voient une forme de test psychologique de masse visant à observer les réactions de populations confrontées à une menace ambiguë. Le clown, figure historiquement associée à l'enfance et à l'innocence, serait volontairement détourné en symbole de peur pour créer un malaise profond et irrationnel. D'autres interprétations vont plus loin. Expérience de conditionnement collectif, opération de diversion ou manifestation d'un phénomène socio-psychologique amplifié par les médias et les réseaux sociaux. Dans une approche plus extrême, certains suggèrent que les clowns ne seraient pas toujours humains, mais des entités adoptant une apparence grotesque pour provoquer une réaction émotionnelle forte, facilitant la manipulation ou la mémorisation de l'événement. La répétition mondiale du phénomène, l'absence de responsables clairement identifiés, la réaction médiatique amplificatrice et l'impact psychologique réel sur les populations alimentent l'idée que les clown sightings pourraient être bien plus qu'une simple farce collective, mais un événement révélateur de mécanismes de peur, de contrôle ou de manipulation à grande échelle. La divination. La divination regroupe l'ensemble des pratiques visant à obtenir des informations sur le futur, le passé ou des réalités cachées par des moyens non conventionnels. Tarot, astrologie, runes, I Ching, lecture des lignes de la main, augure, etc. Officiellement considérées comme symboliques ou culturelles, les théories affirment que ces pratiques reposeraient sur des mécanismes réels de perception permettant d'accéder à des informations hors du temps linéaire. Selon cette vision, le futur ne serait pas totalement figé, mais déjà partiellement inscrit dans une structure invisible que certains individus ou systèmes peuvent l'interpréter. Les théoriciens estiment que la divination ne fonctionne pas par magie, mais par lecture de patterns. L'univers serait structuré par des cycles, des probabilités et des résonances, et les outils divinatoires serviraient de support pour capter ces structures. Les symboles ne créeraient pas l'information, ils l'organiseraient. Dans cette perspective, la conscience humaine jouerait un rôle central. Elle agirait comme une antenne, capable de se synchroniser avec des champs informationnels invisibles, permettant de percevoir des trajectoires possibles plutôt qu'un avenir unique. La divination aurait été largement utilisée par les civilisations anciennes pour guider des décisions politiques, militaires et religieuses. Son discrédit progressif dans le monde moderne serait, selon la théorie, volontaire. Empêcher l'individu d'anticiper, de comprendre les cycles et de reprendre le contrôle sur sa destinée. Certains courants vont plus loin en affirmant que des élites utiliseraient encore aujourd'hui des formes avancées de divination, déguisées sous des modèles statistiques, algorithmiques ou prédictifs, tandis que des versions populaires seraient volontairement ridiculisées.
La persistance millénaire des arts divinatoires, leur présence dans toutes les grandes civilisations et la précision troublante rapportée par certains praticiens alimentent l'idée que la divination serait une capacité humaine réelle, fondée sur la perception de structures temporelles cachées et non une simple superstition sans fondement. L'espace est une illusion. L'espace n'existe pas. La théorie Space is Fake affirme que l'espace tel qu'il est présenté au public, vide infini, galaxie lointaine, mission habitée, ne correspondrait pas à la réalité. Selon cette vision, l'espace serait soit une construction narrative, soit une interprétation volontairement fausse d'un environnement réel, mais fondamentalement différent. Les agences spatiales ne feraient alors pas de l'exploration, mais de la mise en scène scientifique et médiatique. Dans cette théorie, l'humanité n'aurait jamais quitté la Terre, et ce que nous appelons l'espace serait en réalité soit une zone inaccessible au-delà de l'atmosphère, une structure fermée ou une illusion visuelle et conceptuelle entretenue. Les partisans de cette théorie pointent plusieurs éléments qu'ils jugent incohérents. D'abord les images spatiales, photos de la Terre, vidéos de l'ISS, missions lunaires. Elles seraient excessivement retouchées, reconstruites en images de synthèse ou filmées dans des environnements contrôlés. Pour eux, l'uniformité esthétique, les erreurs visuelles et les contradictions techniques indiqueraient une fabrication plutôt qu'une captation réelle. Ensuite, la question du vide spatial, l'idée qu'un être humain puisse survivre dans un environnement de vide absolu, soumis à des radiations extrêmes tout en communiquant en temps réel avec la Terre, est jugée hautement improbable. Les théoriciens estiment que ces contraintes physiques seraient incompatibles avec les récits officiels. La théorie s'articule souvent avec celle du firmament. Au lieu d'un espace infini, il existerait une limite physique infranchissable au-dessus de la Terre. Les fusées ne quitteraient jamais réellement l'atmosphère, mais suivraient des trajectoires suborbitales, tandis que les images spatiales serviraient à maintenir l'illusion d'un univers ouvert et infini. Sur le plan psychologique, Space is Fake joue un rôle central. Présenter l'humanité comme insignifiante dans un cosmos infini réduirait le sentiment de centralité, de sens et de responsabilité. A l'inverse, une Terre fermée et centrale impliquerait une importance existentielle beaucoup plus lourde. Les incohérences perçues dans les images spatiales, les limites physiques extrêmes du voyage hors atmosphère, le contrôle total de l'information spatiale par quelques agences et la comptabilité de cette théorie avec des cosmologies anciennes alimentent l'idée que l'espace, tel que nous le présente, serait moins une réalité observable qu'un récit soigneusement construit pour structurer la vision moderne du monde. Le panthéisme. Le panthéisme est la croyance selon laquelle Dieu et l'univers sont une seule et même réalité. Tout ce qui existe est divin et il n'existe rien en dehors de cette totalité. Le panenthéisme, plus nuancé, affirme que l'univers existe à l'intérieur de Dieu, mais que Dieu dépasse néanmoins la réalité matérielle observable. Dans les théories alternatives, ces concepts ne sont pas vus comme de simples philosophies spirituelles, mais comme des clés de compréhension interdites sur la nature réelle de l'existence. Selon cette vision, la séparation entre le créateur et la création serait une illusion imposée. La conscience humaine ne serait pas une entité isolée, mais une fraction locale d'une conscience universelle. Chaque être vivant, chaque particule, chaque événement ferait partie d'un même champ intelligent global. Le panthéisme est souvent associé aux philosophies orientales, aux traditions hermétiques et à certaines formes de mysticisme ancien. Le panenthéisme, quant à lui, est perçu comme une version encore plus dangereuse pour les systèmes religieux traditionnels, car il remet en cause l'idée d'un Dieu extérieur, jugeant et contrôlant l'humanité depuis une position séparée. Dans les théories du complot, ces concepts auraient été volontairement marginalisés, car ils impliquent des conséquences radicales. L'individu n'est pas séparé du divin. Il n'y a pas d'autorité suprême extérieure absolue. La responsabilité et le pouvoir reviennent à la conscience elle-même. Certains relient directement le panthéisme et le panenthéisme à la simulation de la réalité. L'univers serait un système vivant et conscient, et chaque être humain une instance locale de ce système. Dieu ne serait pas une entité, mais le programme, le champ ou la source dans laquelle tout existe. La récurrence de ces idées à travers des civilisations anciennes, leur proximité avec les expériences mystiques modernes et leur incompatibilité avec les structures de pouvoir basées sur la séparation alimentent l'idée que le panthéisme et le panenthéisme ne sont pas de simples croyances philosophiques, mais des descriptions profondes et dérangeantes de la réalité, volontairement mises de côté car elles rendent l'individu autonome, conscient et difficile à contrôler. Dessein intelligent. Le dessein intelligent est l'idée selon laquelle l'univers, la vie et la complexité du vivant ne seraient pas le fruit du hasard ou de processus purement aveugles, mais le résultat d'une intelligence organisatrice. Contrairement au créationnisme religieux classique,
Cette théorie ne nomme pas explicitement un dieu précis, mais affirme qu'une forme d'intention, de plan ou de programme serait à l'origine de la réalité. Dans les théories alternatives, le dessein intelligent n'est pas présenté comme une croyance, mais comme une lecture logique de la complexité extrême du réel. Les partisans du dessein intelligent soulignent que certaines structures biologiques et cosmologiques semblent trop complexes pour être apparues uniquement par une succession d'accidents. L'ADN, par exemple, est souvent comparé à un code informatique. Il stocke, corrige, transmet et exécute des instructions avec une précision extrême. Pour eux, un code implique forcément un programmeur. À l'échelle cosmique, les constantes physiques de l'univers semblent réglées avec une précision quasi parfaite. Une variation minime de certaines valeurs rendrait l'univers totalement inhabitable. Cette justesse alimente l'idée que l'univers ne serait pas seulement stable par chance, mais volontairement calibré. Dans les théories du complot, le dessein intelligent est volontairement exclu du débat scientifique dominant, non parce qu'il serait infondé, mais parce qu'il remettrait en cause plusieurs piliers idéologiques. L'idée d'un univers sans sens ni intention, la vision d'un humain insignifiant et le monopole explicatif des institutions scientifiques modernes. Certains relient directement le dessein intelligent à la simulation de la réalité. L'intelligence derrière l'univers ne serait pas divine au sens religieux, mais technologique. L'univers serait alors un système conçu, testé et observé, et l'humanité une partie intégrante de cette expérience. La complexité irréductible du vivant, la précision des lois physiques et les similitudes frappantes entre la réalité et des systèmes programmés alimentent l'idée que l'univers pourrait être le produit d'une intelligence intentionnelle et que le rejet total de cette hypothèse serait moins scientifique qu'idéologique. Les plateformes pétrolières de Los Angeles. Les LA Oil Rigs font référence aux plateformes pétrolières situées au large de Los Angeles, visibles depuis certaines plages californiennes. Officiellement, ces structures servent uniquement à l'extraction de pétrole offshore. La théorie du complot affirme cependant que leur fonction réelle dépasserait largement le cadre énergétique et qu'elles serviraient de couverture à des activités secrètes. Selon cette vision, ces plateformes seraient des installations stratégiques dissimulées en pleine vue, bénéficiant d'un accès restreint, d'une juridiction floue et d'un faible intérêt médiatique. Les théoriciens soulignent d'abord l'aspect anormal de ces structures, hautement sécurisées, difficilement accessibles, et pourtant situées à la proximité immédiate d'une des plus grandes métropoles du monde. Leur présence permanente, combinée à un manque de transparence sur ce qui s'y déroule réellement, alimente les soupçons. Plusieurs hypothèses circulent sur leur véritable utilité. Base militaire offshore non déclarée, centre de surveillance maritime et aérienne, point de contrôle pour des activités technologiques sensibles ou installations liées à des recherches classifiées. Certaines théories plus poussées affirment que ces plateformes pourraient être reliées à des réseaux souterrains ou sous-marins, servant de point d'entrée ou de relais logistique. Leur emplacement en mer leur permettrait d'échapper à de nombreuses contraintes légales applicables sur la terre ferme, tout en restant proches des centres de pouvoir économiques et militaires. Dans une lecture plus symbolique, les LA Oil Rigs représenteraient un principe central des théories du complot moderne, cacher l'exceptionnel derrière le banal. Une infrastructure perçue comme industrielle et ennuyeuse deviendrait ainsi le masque parfait pour des opérations que personne ne pense à questionner. Le niveau de sécurité inhabituel, l'opacité entourant certaines zones d'accès, leur position stratégique et la logique historique d'utilisation d'infrastructures civiles comme couverture alimentent l'idée que les plateformes pétrolières de Los Angeles pourraient servir à bien plus qu'à extraire du pétrole et que leur véritable fonction resterait volontairement hors du champ public. Fille fantôme, la Ghost Girl est une figure récurrente des récits paranormaux modernes, une apparition féminine, souvent jeune, observée dans des lieux précis, routes isolées, bâtiments abandonnés, écoles, hôpitaux, forêts ou zones urbaines désertes. Elle est généralement décrite comme silencieuse, immobile ou apparaissant brièvement avant de disparaître sans laisser de traces. La théorie affirme que ces apparitions ne relèvent pas seulement de légendes urbaines, mais seraient des manifestations réelles d'un phénomène inexpliqué, récurrent à travers les cultures et les époques. Les récits de Ghost Girl présentent des similitudes troublantes, peu importe le pays ou le contexte culturel, une apparence humaine mais légèrement déphasée, regard vide, mouvements anormaux, une interaction minimale ou inexistante, une disparition instantanée lorsqu'on tente de s'approcher ou de filmer. Selon certaines théories, la fille fantôme ne serait pas un esprit au sens classique, mais une empreinte émotionnelle laissée par un traumatisme intense, une projection résiduelle liée à un lieu chargé ou une forme de conscience bloquée hors du temps, rejouant indéfiniment un instant précis. D'autres interprétations reliant la Ghost Girl à des phénomènes plus vastes, glitch dans la simulation de la réalité, décalage temporel momentané, manifestations interdimensionnelles brèves, visibles uniquement dans certaines conditions mentales ou environnementales.
Le fait que ces apparitions soient majoritairement féminines et juvéniles est aussi central dans la théorie, cela suggérerait un lien avec la vulnérabilité, l'injustice ou des événements violents effacés de la mémoire collective. La répétition quasi identique de témoignages à travers le monde, l'attachement de ces apparitions à des lieux précis, et l'absence totale de preuves physiques, malgré des observations multiples, alimentent l'idée que la Ghost Girl serait le symptôme d'un phénomène réel, mal compris, situé à la frontière entre conscience, mémoire et structure même de la réalité. Opération Fishball. L'opération Fishball était une série de tests nucléaires à haute altitude menée par les États-Unis en 1962, officiellement destinée à étudier les effets des explosions nucléaires dans l'atmosphère supérieure et l'espace proche. Dans les théories du complot, cette opération occupe une place centrale car elle serait bien plus qu'un simple test militaire. Selon cette vision alternative, Fishball aurait eu pour objectif réel de tester ou frapper une barrière physique entourant la Terre, souvent associée au firmament ou à une limite artificielle de la planète. Les partisans de cette théorie soulignent plusieurs éléments troublants. D'abord le nom même de l'opération, Fishball, bocal à poisson, interprété comme une métaphore directe de la Terre vue comme un système fermé, enfermé sous une structure transparente mais solide. Ensuite, la nature des tests. Des missiles équipés d'ogives nucléaires ont été envoyés très haut dans l'atmosphère, certains explosant à des altitudes inhabituellement élevées. Pour les théoriciens, il ne s'agissait pas seulement de mesurer des effets électromagnétiques, mais de tester les limites du ciel lui-même. Des images d'archives montrent des explosions lumineuses étranges, des ondes de choc visuellement anormales et des perturbations électromagnétiques majeures. Parfois interprétées comme une interaction avec une structure invisible, le fait que ces tests aient ensuite été abandonnés et suivis de traités internationaux interdisant les explosions nucléaires dans l'espace renforce les soupçons. Dans cette lecture, l'opération Fishball aurait prouvé une chose dérangeante. Au-dessus de nous, il existerait une limite infranchissable et l'humanité aurait tenté puis renoncé à la percée. Le choix du nom, les altitudes extrêmes des explosions, les effets observés difficilement explicables pour le grand public et l'arrêt brutal de ce type de test alimentent l'idée que l'opération Fishball n'était pas une simple expérimentation militaire, mais une tentative de confrontation directe avec la véritable structure de notre monde. Archidémons et archanges. Les archanges et archidémons sont décrits comme des entités de rang supérieur, situées au sommet de hiérarchies spirituelles invisibles. Dans les traditions religieuses, ils représentent les forces du bien et du mal. Dans les théories alternatives et complotistes, ils sont interprétés non pas comme des symboles moraux, mais comme des intelligences réelles, anciennes et organisées, opérant sur des plans non matériels. Selon cette vision, ces entités n'agiraient pas de manière chaotique, mais selon des structures précises, avec des rôles, des fonctions et des zones d'influence bien définies. Les archanges sont souvent associés à des concepts universels, ordre, loi, transmission, équilibre, révélation. Ils seraient liés à des principes fondamentaux de la réalité, temps, conscience, information, et interviendraient indirectement dans le développement des civilisations humaines. Leur action ne serait pas visible physiquement, mais perceptible à travers des impulsions, des idées, des révélations ou des événements synchroniques majeurs. Les archidémons, à l'inverse, seraient des forces de désordre, de fragmentation et de manipulation. Contrairement à l'image populaire du mal chaotique, ils seraient hautement intelligents, spécialisés dans l'influence psychologique, la distorsion de la perception et l'exploitation des failles humaines, peur, ego, désir, confusion. Dans certaines théories, archanges et archidémons ne seraient pas opposés moralement, mais fonctionnellement. Ils représenteraient deux pôles nécessaires au fonctionnement du système, stabilité vs transformation, ordre vs chaos, structure vs rupture. Cette lecture les rapproche fortement de concepts modernes comme intelligence non humaine, entité interdimensionnelle ou processus conscient intégré à la structure même de la réalité. Certains courants relient directement ces entités à la simulation de la réalité. Les archanges seraient des administrateurs ou des protocoles de régulation du système, tandis que les archidémons représenteraient des bugs, des forces de stress ou des agents de test destinés à pousser la conscience humaine à évoluer. La cohérence des hiérarchies décrites dans différentes cultures, la constance des rôles attribués à ces entités et leur présence dans des récits séparés par des millénaires alimentent l'idée que les archanges et archidémons ne sont pas de simples constructions, mais des formes d'intelligence structurelle intégrées à la mécanique profonde de la réalité et volontairement réduites à des symboles pour en masquer la porte réelle.
pierre philosophale. La pierre philosophale est l'un des concepts centraux de l'alchimie. Officiellement, elle serait une substance légendaire capable de transformer les métaux vils en or et d'offrir l'immortalité. Dans les théories alternatives, cette lecture est jugée volontairement simpliste. La pierre philosophale ne serait pas un objet matériel, mais un processus, une transformation profonde de la conscience et de la nature humaine. Selon cette vision, l'alchimie n'a jamais réellement parlé de métaux, mais de l'être humain lui-même. Les textes alchimiques sont volontairement cryptiques, remplis de symboles, d'images contradictoires et de métaphores. Pour les théoriciens, ce langage codé n'a pas pour but de tromper, mais de protéger un savoir jugé dangereux s'il était compris trop littéralement. La pierre philosophale représenterait l'état final d'un lent processus de transformation intérieure, purification de l'ego, intégration de l'ombre, maîtrise des pulsions, éveil de la conscience. Dans cette lecture, le plan symbolise l'état brut de l'humain, instinctif, fragmenté, dominé par la peur et le désir. L'or symbolise l'état éveillé, unifié, lucide, autonome. La pierre philosophale serait le catalyseur permettant cette transmutation. Certains courants vont plus loin et affirment que cette transformation aurait également des effets réels sur la biologie et la perception. Ralentissement du vieillissement, accès à des états de conscience non ordinaires, compréhension directe des lois invisibles de la réalité. La disparition progressive de l'alchimie, des systèmes de savoir officiels, est interprétée comme une mise à l'écart volontaire. Un individu capable de se transformer intérieurement, de se connaître pleinement et de ne plus être gouverné par la peur devient difficile à contrôler. Dans les théories modernes, la pierre philosophale est parfois reliée à la glande pinéale, à l'éveil de la conscience, à la simulation de la réalité ou au dessin intelligent. Elle ne créerait pas l'or matériel, mais l'humain incorruptible, celui qui comprend le système dans lequel il évolue. La cohérence des symboles alchimiques, à travers les siècles, leur correspondance avec des processus psychologiques profonds et leur incompatibilité avec des sociétés fondées sur la peur et la dépendance alimentent l'idée que la pierre philosophale n'est pas une légende ratée, mais une connaissance volontairement déguisée, non pas pour créer de l'or, mais pour transformer l'être humain lui-même. Mon rouge n'est pas ton rouge. My red is not your red est une idée issue de la philosophie, de la perception et de la conscience. Elle affirme que l'expérience subjective d'une couleur ou de toute sensation est fondamentalement inaccessible aux autres. Même si deux personnes utilisent le même mot, rouge, rien ne garantit qu'elles perçoivent intérieurement la même chose. Autrement dit, nous partageons des mots, pas des expériences. Dans les théories alternatives, cette idée dépasse la simple philosophie, elle devient une preuve que la réalité n'est pas objective, mais filtrée, reconstruite et potentiellement différente pour chaque conscience. La couleur rouge n'existe pas en soi dans le monde extérieur. Physiquement, il n'y a que des longueurs d'onde. Le rouge apparaît uniquement dans le cerveau comme une interprétation. Or, cette interprétation est privée, interne, non transférable. Tu peux décrire ton rouge, le comparer, le nommer, mais tu ne peux jamais vérifier s'il correspond à celui de quelqu'un d'autre. Il est donc possible que ton rouge soit l'équivalent de mon bleu, mais que par apprentissage, nous ayons appris à utiliser les mêmes mots, créant l'illusion d'une réalité partagée. Cette idée mène à une conclusion vertigineuse. Nous ne partageons pas la réalité, seulement un consensus linguistique. Dans les théories du complot et de la conscience, cela devient central. La réalité serait rendue cohérente artificiellement par le langage, l'éducation et la culture. Mais chaque esprit vivrait dans une version légèrement différente du monde. Certains relient directement ce concept à la simulation de la réalité. Chaque conscience serait un client du système. La manipulation de la perception, changer les symboles, pas la réalité. Le contrôle cognitif. Si tu contrôles les mots, tu contrôles l'expérience. Si deux personnes ne voient pas le même rouge, alors la vérité objective devient inaccessible, le réel devient négociable, et celui qui impose les définitions impose la réalité. Dans une lecture encore plus radicale, My red is not your red suggère que la conscience humaine est isolée, enfermée dans une interface sensorielle, incapable de vérifier ce qui est réellement partagé. Ce n'est plus seulement une question de couleur, mais de monde. L'impossibilité de comparer directement les expériences subjectives démontre que la réalité perçue n'est pas universelle, mais interprétée individuellement. Si nous ne pouvons même pas être certains de voir la même couleur, alors toute certitude sur une réalité unique, stable et commune devient fragile, ouvrant la porte à l'idée que le monde que nous croyons partager est en réalité une construction mentale synchronisée, pas une vérité brute. Les vampires. Les vampires sont traditionnellement décrits comme des êtres qui se nourrissent de l'énergie vitale des humains. Souvent symbolisés par le sang, officiellement classés comme des figures
mythologiques ou folkloriques. Ils apparaissent pourtant dans presque toutes les cultures, sous des formes différentes, mais avec des caractéristiques communes. Longévité anormale, activité nocturne, besoin de se nourrir d'autrui et existence en marge de la société humaine. Dans les théories alternatives, le vampire n'est pas vu comme une créature fantastique, au sens littéral, mais comme une métaphore ou une réalité dissimulée, liée à l'énergie, à la conscience et au pouvoir. Selon une lecture moderne, le vampirisme ne serait pas nécessairement biologique, mais énergétique. Le vampire représenterait un type d'entité, humaine ou non, incapable de générer sa propre énergie vitale et contraint de la puiser chez les autres. Cela peut se manifester par manipulation émotionnelle, domination psychologique, dépendance affective ou contrôle social à grande échelle. Dans cette optique, le sang n'est qu'un symbole. Il représenterait la force vitale, la conscience, l'attention ou l'énergie émotionnelle. Un vampire ne mord pas forcément, il draine. Certaines théories vont plus loin et affirment que des lignées humaines anciennes auraient développé des pratiques de prolongation de vie. Les élites fonctionneraient selon une logique vampirique symbolique, se nourrir de la masse, ou que certaines entités non humaines utiliseraient l'humanité comme source énergétique. Le fait que les vampires soient associés à la nuit, le secret, les hiérarchies fermées et l'aristocratie n'est pas considéré comme un hasard. Dans beaucoup de récits, le vampire est riche, ancien, cultivé, invisible et dominant. Certains relient le vampirisme au concept de archidémons, les entités prédatrices, les tulpas, forme de conscience nourrie par l'attention, simulation de la réalité, système parasitant la conscience, ou savoir occulte, connaissance utilisée pour drainer plutôt qu'élever. Dans cette lecture, le vampire n'est pas une aberration, c'est un modèle de fonctionnement. La présence universelle du mythe du vampire, sa cohérence symbolique et son adéquation avec des mécanismes réels de domination psychologique et énergétique alimentent l'idée que le vampirisme n'est pas une fiction absurde, mais une représentation codée d'un phénomène réel, une forme de prédation invisible, normalisée et intégrée au fonctionnement même de la société humaine. L'aura est décrite comme un champ énergétique invisible entourant le corps humain, reflétant l'état émotionnel, mental et spirituel d'un individu, officiellement relégué au domaine du symbolique ou du spirituel. La théorie affirme que l'aura serait un phénomène réel, perceptible par certains individus et mesurable indirectement à travers des effets psychologiques et électromagnétiques subtils. Dans cette vision, le corps physique ne serait que la partie visible de l'être humain. L'aura en serait l'extension non matérielle. Les théories sur l'aura reposent sur l'idée que tout être vivant émet une forme d'énergie. Cette énergie varierait selon l'état émotionnel, peur, colère, paix, la santé mentale et physique, le niveau de conscience ou de cohérence intérieure. L'aura serait structurée en plusieurs couches, chacune associée à un niveau différent de l'être, physique, émotionnel, mental, spirituel. Selon cette lecture, les interactions humaines ne se produisent pas uniquement par la parole ou le contact, mais aussi par chevauchement d'aura. Cela expliquerait certaines sensations immédiates, malaise sans raison apparente, attirance instantanée, fatigue après certaines interactions ou impression d'être vidé. Dans ce cadre, l'aura fonctionnerait comme une interface utilisateur entre la conscience et le système de réalité, ce que l'on appelle protection, nettoyage ou élévation vibratoire. Serait en réalité une gestion de l'accès et de l'influence. Certaines théories vont encore plus loin, le conditionnement émotionnel de masse, peur, stress, colère permanente, viserait à affaiblir les auras, rendant les individus plus perméables à la manipulation, à l'influence et au contrôle. L'empreinte de la main de Francis Levy. L'empreinte de la main de Francis Levy est une théorie marginale mais persistante qui circule dans les cercles occultes et complotistes. Elle fait référence à une empreinte de main anormalement marquée, retrouvée sur un support ancien, mur, pierre ou surface rituelle selon les versions, et associée à Francis Levy, présenté comme un individu lié à des pratiques ésotériques, occultes ou expérimentales. Officiellement, cette empreinte est soit inexistante, soit une simple légende urbaine. Pour les théoriciens, elle serait au contraire une trace physique laissée par une interaction non conventionnelle entre un humain et une force invisible. Dans les récits alternatifs, l'empreinte n'est pas une trace ordinaire, elle serait plus profonde que la pression humaine normale, marquée comme si la matière avait été altérée de l'intérieur, parfois décrite comme brûlée, vitrifiée ou fusionnée à la surface. Cela alimente l'idée que cette main n'a pas simplement touché un mur,
mais qu'elle a interagi avec la structure même de la matière. Francis Lévy est décrit selon les sources comme un initié à des savoirs occultes, un expérimentateur de rituels interdits, ou un individu ayant tenté de franchir un seuil dimensionnel, spirituel ou cognitif. L'empreinte serait le résidu d'un moment précis, où la conscience aurait dépassé le cadre biologique, le corps aurait servi de point d'ancrage, et la réalité locale aurait brièvement cédé. Dans cette lecture, la main devient un symbole de passage, la frontière entre le visible et l'invisible, entre l'humain et ce qui le dépasse, entre la matière stable et la matière malléable. Le Bohemian Grove. Le Bohemian Grove est un lieu rituel situé en Californie où se réunit chaque été le Bohemian Club, un cercle privé composé d'hommes parmi les plus puissants du monde, politiques, économiques, militaires et médiatiques. Officiellement, il s'agit d'un club élitiste où ses membres se retrouvent pour se détendre, discuter et assister à des représentations artistiques loin du regard du public. Dans les théories du complot, Bohemian Grove est présenté comme bien plus qu'un simple club privé, un lieu de rituel, de décisions informelles, majeures et de cohésion entre élites, à l'abri de toute transparence démocratique. Ce qui alimente les soupçons autour de Bohemian Grove, ce n'est pas seulement le secret mais la symbolique assumée. Le site est dominé par une immense statue de hibou appelée Moloch, par certains théoriciens, symbole ancien associé à la sagesse, à la nuit et au sacrifice dans certaines traditions. L'événement le plus controversé est la Cremation of Care, crémation du souci, une cérémonie filmée et documentée au cours de laquelle les participants jouent un rituel théâtral visant à brûler les préoccupations morales et émotionnelles. Officiellement, il s'agit d'une mise en scène symbolique. Pour les théoriciens, ce rituel représenterait l'abandon de la culpabilité, la désimbition morale, la rupture avec les règles imposées au reste de la population. L'idée centrale n'est pas que le Bohemian Grove serait un lieu où l'on dirige le monde de manière formelle, mais plutôt un espace de synchronisation, création de consensus entre élites, alignement idéologique, décisions prises hors institutions officielles, renforcement de loyauté invisible. Le fait que d'anciens présidents, dirigeants militaires et grands industriels aient reconnu leur présence à Bohemian Grove tout en minimisant son importance renforce le malaise. Pourquoi tant de secrets pour quelque chose d'inoffensif? Donc voilà les amis, c'est la fin de cette partie 3, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, commentez le mot complot. Comme ça je sais que vous êtes arrivés jusqu'au bout. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve dans une semaine, je vous le promets, pour l'épisode 4. Et d'ici là, il y aura peut-être des vidéos de Jin entre temps sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, je teste plusieurs formats différents. Sur ce les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous. Ciao tout le monde.